Bienvenue à tous dans l'interview d'Africa 24, directeur général délégué du groupe Attijari Wafa Bank, en charge du pôle de banque de détail à l'international et des filiales de finances spécialisées. Ismaël Doueri est un banquier et entrepreneur doté d'une forte expérience sur les axes de financement, particulièrement pour les enjeux du continent. Il est notre invité dans cette édition de l'interview réalisée en collaboration technique avec notre partenaire Medi 1 TV. Monsieur Ismaël Doueri, bienvenue sur ce plateau spécial de Medi 1 TV et d'Africa 24. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes un citoyen africain par votre pays, mais surtout par votre métier. Quel regard d'expert de financement portez-vous sur ces trois faits majeurs au Maroc, principalement les conséquences du séisme, la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030? Eh bien, ça paraît un peu difficile de mettre côte à côte ces trois événements qui ont suscité des émotions diamétralement opposées. Tout d'abord le séisme qui a touché des milliers, des dizaines de milliers de familles directement et l'ensemble des citoyens du Maroc et du monde, qui est un événement terrible. Et puis ces deux autres annonces qui sont une grande fierté et une joie d'accueillir non seulement les équipes, mais aussi tous les spectateurs et finalement l'audience mondiale sur un sport qui mobilise des milliards de personnes sur la planète. Et donc, trouver d'abord le point commun à tous ces sujets, c'est d'abord dire que dans n'importe quelle crise négative ou dans n'importe quel événement joyeux, il y a des implications énormes en termes d'investissement. Et donc, il s'agit, dans le cadre du séisme, non seulement de reconstruire, mais aussi, conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi et des décisions de son gouvernement, d'en faire une opportunité de développement du monde rural. Donc, il y aura un programme d'investissement très lourd et qu'il faudra financer de toute façon par tous les mécanismes de financement de l'État qui sont en place, qui sont basés sur à la fois des instruments financiers, des partenariats publics-privés, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été fait, qui est fait de manière régulière. Et il y a eu, avant tout, une mobilisation populaire. Et donc l'épargne locale a contribué immédiatement à un compte spécial qui a été créé d'emblée et qui finance déjà toutes les dépenses sur l'année à venir. Donc ça, c'est un premier sujet. Sur les sujets d'événements sportifs, au niveau de la CAN, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que la plupart des infrastructures et des implications liées à l'organisation sont déjà là. Donc, mais en même temps, la Coupe du Monde, qui est un événement d'ampleur beaucoup plus grande, va commencer à à susciter tous les investissements dès à présent. Parce que là encore, je parle d'expérience personnelle, puisque j'ai eu l'honneur de participer à la candidature pour Maroc 2010. Et donc, je sais quels sont tous les chapitres que nous avons dû traiter pour la candidature à la FIFA. Et aujourd'hui, cette candidature est encore plus exigeante, vu le nombre de participants, vu le fait que ça se passe sur plusieurs pays, etc. Donc, on en attend d'importants investissements dans les domaines non seulement des infrastructures sportives, mais surtout des transports urbains en particulier, de l'hôtellerie, etc. Donc tout ça, ce sont des demandes qui viendront à la fois du secteur privé et du secteur public, avec un système financier au Maroc qui est largement prêt à répondre à toutes ces exigences. Donc sincèrement, c'est un honneur que de voir confier au Maroc ces événements mondiaux. On en attend de très fortes retombées sur la transformation économique du pays, qui est déjà largement sur la voie de l'émergence. Alors tout de suite, quelle part pourrait jouer de façon concrète le secteur privé, selon vous? Le secteur privé, de toute façon, est partie prenante, puisqu'il faudra construire ces infrastructures, il faudra développer les services. Donc le Maroc est un pays de tourisme, mais lorsqu'il s'agit d'accueillir des fans de football sur une période très courte avec un certain nombre d'événements qui sont autour des stades avant et après, etc., c'est du savoir-faire qui a largement le temps d'être acquis et surtout
on a de nombreux pays qui ont déjà, disons, participé à ce genre d'événements et qui feront de toute façon profiter le Maroc de cette expérience. Donc tout le tissu, par exemple, de l'hôtellerie, de la restauration, etc., tout ça, c'est le secteur privé. Mais c'est des techniques particulières d'événementiel. C'est loin d'être le premier événement mondial que le Maroc organiserait, mais l'échelle est quand même beaucoup plus grande. Nous avons tous été émerveillés par la qualité de l'organisation du Qatar. Et donc il y a énormément d'exemples sous les yeux. Et je suis sûr que d'ici 2030, nous serons capables d'organiser la plus belle Coupe du Monde jamais organisée. Et ce sera bien sûr le secteur public qui sera le chef d'orchestre, mais les acteurs seront largement du tissu privé, vu la structure aussi de l'économie marocaine, où c'est essentiellement le secteur privé qui est l'acteur de tous ces événements, qu'il s'agisse de tourisme, de restauration, d'événementiel. Évidemment, les sujets d'infrastructure seront largement le fait du secteur public, mais avec probablement des financements qu'on n'a pas encore complètement identifiés, qui feront largement appel à des financements privés. L'Afrique a démontré sa forte résilience dans de nombreuses crises. L'impact de la pandémie Covid-19 a démontré l'interdépendance économique du monde en général et de notre continent en particulier dans le domaine sanitaire, du social, de l'économie. Quelles sont selon vous, à la sortie de cette épreuve la stratégie que notre continent devra adopter pour relever cette problématique de la mondialisation? Bon, c'est une question très vaste et il ne m'appartient pas évidemment de donner de conseils à qui que ce soit. Ce que je peux vous dire, c'est que nous constatons un certain nombre de sujets qui se sont posés à nous pendant les crises passées et qui peut-être se poseront à l'avenir. Et donc, il y a des sujets d'autosuffisance alimentaire, il y a des sujets d'autosuffisance sanitaire. Est-ce qu'on est capable de fabriquer nos propres médicaments, nos propres vaccins, etc. Et donc, à chaque fois, la réponse a été pertinente dans chacun des pays en fonction de ces infrastructures, en fonction de ses besoins, en fonction de son intégration régionale, de ses partenaires immédiats. Je pense que, puisque nous sommes aujourd'hui dans les réunions du FMI et de la Banque mondiale, le FMI a publié abondamment sur le sujet des risques de fragmentation de l'économie mondiale. Nous avons été portés par des décennies de croissance forte liées à l'ouverture du commerce. Et cela reste vrai et restera vrai. Il ne faut surtout pas détruire la richesse qui provient justement du commerce entre les États, tout en, finalement, dans chacun des États, mettant le curseur au niveau optimum pour dire je veux avoir un minimum d'indépendance, moi seul ou moi avec certains partenaires de confiance, mes voisins immédiats par exemple, etc. Je vois aussi dans le renforcement des accords de libre-échange régionaux des réponses à cela. Typiquement, notre continent va certainement profiter de la réflexion qui est en cours déjà en Europe et aux États-Unis sur la dépendance de certains fournisseurs. Donc il y aura diversification des pays d'origine, des importations européennes et américaines, et notre continent est largement qualifié pour se positionner comme une alternative à ces sources de financement. Donc il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Elles se feront dans le temps. Il ne faut pas imaginer que ce bouleversement sera soudain, mais c'est le moment finalement pour chacun d'entre nous de dire, d'abord en regardant sur soi, quels sont les sujets où vraiment il est important d'avoir une indépendance et sous quelle forme? Faut-il fabriquer ou simplement avoir des stocks de réserve, etc. Et ensuite, comment est-ce que je tirerai moi
État ou moi, ensemble régional, profite des tendances qui se passent dans des économies développées où les volumes sont beaucoup plus importants, où une toute petite diversification pourrait représenter beaucoup de richesses pour le continent africain. Donc c'est une réponse un peu générale, mais à une question très vaste. Alors, le Maroc accueille pour la première fois les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. En tant qu'expert du financement, quel regard portez-vous sur la tenue de ces assemblées, ici au Maroc et pour la deuxième fois sur le continent? Il faut d'abord reconnaître le fait que c'est des réunions qui sont annuelles. Donc, de toute façon, c'est le groupe Banque mondiale et l'ensemble de ses composants qui réunissent leurs partenaires pour discuter de sujets qui sont sur leur agenda. Le fait que ça se tienne sur le continent africain pour la deuxième fois, mais surtout que l'espacement entre les deux réunions est très important. Il s'agit de 50 ans pendant lesquels un continent extrêmement important pour le monde n'a pas accueilli ces réunions. Donc, nous avons une responsabilité en tant que pays hôte pour que ce soit des réunions très réussies. Et donc, depuis le début, je pense que la réussite est totale. Donc, il faut espérer que les 3 prochains jours soient à la hauteur du début de l'organisation. Et ensuite, nous formulons un espoir, c'est que l'Afrique accueille régulièrement ces réunions dorénavant. Il faut que, à l'image de la Coupe du Monde, il y ait rotation des continents. Et le groupe Banque mondiale, donc, je crois, une fois tous les 3 ans, tient ses assemblées à l'extérieur des États-Unis. Et donc, espérons qu'il y aura réellement rotation des continents à partir de maintenant. Le secteur informel représente plus de 20% du PIB dans plusieurs pays du continent, y compris le Maroc. Quelle est la meilleure stratégie pour mieux structurer et intégrer progressivement à l'économie les acteurs du secteur informel? Ça, c'est une question fondamentale. Je pense qu'il faut... On assiste souvent à des débats qui diabolisent le secteur informel, qui en font la source de tous les maux, etc. Nous avons une approche beaucoup plus pondérée. Évidemment, toutes les économies souhaitent que l'ensemble des acteurs s'insèrent dans le secteur formel, payent leurs impôts, donc contribuent à la richesse et au développement de leur pays, de leurs infrastructures, de leurs services, et donc au développement de l'ensemble de l'économie. Mais en même temps, tous les pays souhaitent avoir un dynamisme important, des créations d'emplois, de l'innovation, etc., qui existent aujourd'hui dans le secteur informel. Donc il ne s'agit surtout pas de tuer ou de lutter frontalement contre le secteur informel, il s'agit de prendre ce qui est bon dans le secteur informel et de l'orienter, de lui donner des raisons de s'insérer dans le tissu formel. Et cette tendance, on la voit de manière très très claire. Typiquement au Maroc, toutes les grandes entreprises d'aujourd'hui étaient des PME, souvent informelles, dans les années 60. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de formule magique. En ayant un État qui sait collecter l'impôt, qui le collecte de manière juste, qui crée les bons incentives pour que les entreprises du secteur formel aient plus d'avantages et plus accès à des infrastructures, etc., que des entreprises du secteur informel, on crée cet appel d'air. Un des exemples, c'est que à chaque fois que le taux d'imposition au Maroc a baissé, le montant total d'impôts collectés a augmenté. Donc, il y a un certain nombre de leviers qui sont du ressort des États. Nous, en tant qu'institution financière, notre mission, c'est de donner accès aux services financiers à l'ensemble des participants à l'économie. Et donc, nous avons en permanence repoussé les frontières du secteur financier pour pouvoir accéder aux personnes à bas revenus ou aux revenus irréguliers dans la partie retail, ou aux très petites entreprises qui souvent sont dans le secteur informel.
Je vous donne un exemple. Nous avons converti un certain nombre de nos agences et centres d'affaires en centres de conseil pour les très petites entreprises du quartier, qu'elles soient ou non clientes du groupe Attijari Wafa Bank. En faisant ça, nous contribuons justement à pousser et orienter de plus en plus d'acteurs du secteur informel vers le secteur formel. Pourquoi ? On leur explique tous les instruments de financement, parce que c'est quand même, nous sommes une institution financière, ouais. Mais au-delà, tous les aspects liés aux procédures d'importation et d'exportation, aux procédures de réponse aux appels d'offres de l'État, à tout ce qui est lié à la gestion sociale, donc aux droits de leurs travailleurs, quels sont les droits, mais aussi les devoirs de l'employeur, et quels sont les avantages pour les familles. Donc tout ça, de manière gratuite et dans l'espoir, en tout cas dans la logique stratégique, de dire il y a une tendance de fond, c'est qu'il y a insertion progressive du secteur informel dans le secteur formel. Et le rôle de tous les acteurs, c'est d'accélérer cette tendance au bénéfice de tous. Et donc, je vous ai cité cet exemple-là, mais il y a l'exemple de Wafa Cash, par exemple, qui est une société de transfert d'argent initialement, mais qui aujourd'hui, petit à petit, transforme son service d'un service purement transactionnel où des familles qui sont, disons, dans les pays d'origine, en Afrique, reçoivent de l'argent transféré par leurs familles qui travaillent dans des pays développés, ça c'était le point de départ, puis on transforme ça en relation de longue durée avec ces familles pour leur permettre d'épargner, pour leur permettre d'avoir des assurances de nature sociale, donc comment est-ce qu'ils vont financer les études de leurs enfants, comment est-ce qu'ils vont se protéger contre une maladie qui va faire que le chef de famille qui génère le revenu est indisponible pendant 15 jours, par exemple, etc. Donc, nous essayons de trouver des solutions qui sont des solutions à des besoins du secteur informel, mais aussi dans l'espoir que petit à petit, grâce à la disponibilité de ces services, grâce à la formation et l'information, tout le monde verra l'intérêt de s'insérer complètement dans l'économie formelle. Et c'est des tendances de fond. Voilà. Alors, les jeunes, les petites et moyennes entreprises sont des piliers de la croissance dans l'économie. En 2024, vous fêtez vos 20 ans au sein du groupe Attijari Wafa Bank. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la relation entre les cibles jeunes et PME avec les banques et quelle stratégie d'avenir selon vous? En tant que banque universelle, on a toujours eu dans notre fonds de commerce à la fois des jeunes et des très petites entreprises, n'est-ce pas? C'est les deux segments dont vous voulez parler. Mais on a aussi eu tendance parfois à les gérer en tant qu'ensemble, je dirais, un peu noyés dans un plus grand ensemble qui sont les particuliers ou qui sont les PME, etc. Et petit à petit, avec aussi le développement des technologies modernes d'analyse des données, avec la disponibilité de ces données-là, que ce soit des données financières ou non financières, qui sont dans nos systèmes, mais qui sont aussi parfois dans des systèmes mutualisés, souvent à l'initiative d'entités publiques, nous avons été capables de mieux comprendre et de mieux cerner les attentes des uns et des autres. Et donc typiquement, les jeunes, sur les 20 dernières années, leur comportement et leurs besoins financiers se sont transformés grâce à la digitalisation. Et ce que nous avons fait, c'est suivre, mais parfois anticiper leurs besoins. Nous avons, par exemple, constaté que notre conquête de nouveaux clients ne nous donnait pas la part naturelle que nous devrions avoir sur les jeunes. Je parle d'il y a 10 ans. Et nous avons immédiatement réagi en lançant une banque totalement digitale qui s'appelle Bancalic, qui s'appuie sur toutes les infrastructures que nous avons, à la fois dans le digital et dans les services financiers, pour donner une expérience comme l'attendent les jeunes. Donc une ouverture de compte à distance, avec un selfie, avec un
une procédure de connaissance du client qui soit adaptée, bien négociée avec la Banque centrale et qui permet donc de simplifier l'accès aux services financiers à tous les jeunes. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a bien plus que notre part naturelle dans la conquête des jeunes et que nous sommes en train de généraliser ce modèle à l'ensemble de nos pays de présence. Sur la très petite entreprise, il y a plus de 13 ans, nous avons constaté que nous avions 750 000 très petites entreprises dans notre fonds de commerce au Maroc seulement, qui utilisaient nos services tous les jours, mais uniquement sur des sujets de paiement. Et en même temps, ils n'arrivaient pas à accéder au crédit, parce que ils ne sont pas toujours capables de fournir des états financiers de qualité, ils n'ont pas de directeur financier qui va dialoguer avec la banque pour parler d'un business plan, pour structurer le financement, etc. Et nous avons, grâce justement aux technologies qui aujourd'hui sont d'usage commun, mais qui, il y a 13 ans, étaient quand même assez en avance, de technologies de traitement de l'information, de compréhension des flux financiers liés au paiement, nous avons été capables de faire un score qui nous permet de dire cette très petite entreprise, souvent dans le secteur informel, en réalité, elle est solvable, simplement sur la base des flux que nous avons vus, que nous constatons régulièrement, et nous leur avons donné accès au crédit. Et ça, c'était un très grand besoin, latent, et qui nous a permis de consolider et de renforcer notre position auprès de ces clients et de continuer à en acquérir de nouveaux. Même chose, ce savoir-faire acquis au Maroc est en train d'être généralisé dans l'ensemble des pays de présence. Donc, vous voyez que ce sont non seulement des segments en forte croissance, je dirais sur le plan démographique et sur le plan économique, et il faut s'en féliciter, mais ce sont aussi des secteurs rentables pour le secteur financier si on sait les approcher de manière spécifique. Alors, Attijari Wafa Bank est la banque leader au Maroc et en Afrique subsaharienne. Vous existez dans plus de la moitié des pays du continent. Quels sont vos objectifs à court terme, je dirais sur les 5 prochaines années, pour impacter au-delà de ces 26 pays dans lesquels vous existez? Alors, une toute petite correction, okay. Les 26 pays ne sont pas tous en Afrique. Et okay. Donc, nous sommes dans un peu moins que la moitié des pays d'Afrique. Nous sommes présents au total dans 15 pays d'Afrique. Okay. Comme je l'ai dit, nous avons encore beaucoup à faire déjà sur les 15 pays de présence, puisque notre vision, c'est d'offrir le meilleur du groupe Attijari Wafa Bank dans l'ensemble des pays de présence. Et souvent, nous avons cru par acquisition et nous avons des actifs qui ont les forces, je dirais, qu'ils avaient constituées dans leur histoire précédente et qui petit à petit intègrent aussi l'ensemble des services et des produits et des compétences du groupe Attijari. Donc, première priorité, c'est vraiment qu'on soit assis au Bénin, en Égypte, au Congo, au Sénégal, on sente qu'on a le même niveau de service que les clients qui sont au Maroc. Ensuite, vous dites, est-ce que nous allons continuer l'expansion internationale? Exactement. Et sur ça, la réponse est oui. Ensuite, est-ce que c'est dans tous les pays, dans certains pays, est-ce que c'est à telle vitesse ou telle autre? Je pense que là, c'est des réflexions qui sont quotidiennes. Et donc, à la fois en fonction des opportunités, mais aussi en fonction de nos forces, de nos compétences. Est-ce que nous sommes capables de faire la différence dans un nouveau marché? Est-ce que nous sommes capables de transférer un certain nombre de compétences qui sont utiles pour ce pays? C'est en fonction de ces questions-là et des réponses adéquates que nous décidons de prioriser une action plutôt qu'une autre. Monsieur Ismaël Douari, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, c'était l'interview d'Africa 24.